Qui sème le vent récolte la tempête. Bienvenue sur Amérique, la chaîne qui fouille, vérifie et, parfois, rit un peu quand la rumeur part en orbite. Aujourd'hui, une affaire qui a transformé la France en plateau de talk-show et les réseaux en tribunal populaire, la rumeur selon laquelle Brigitte Macron ne serait pas celle que l'on croit. On va expliquer d'où vient la rumeur, comment elle se nourrit, ce qu'en disent les faits, et pourquoi ce type d'histoire persiste. Euronews. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment une rumeur, née dans l'ombre numérique, a-t-elle réussi à faire trembler les salons dorés de l'Élysée? L'histoire a tout d'un scénario américain, un casting improbable, une intrigue ridicule, et une audience mondiale suspendue à chaque rebondissement. C'est comme si la politique française avait décidé de se transformer en série à épisodes, avec cliffhanger permanent et bande-son dramatique. Le problème, c'est que dans cette série, la vérité est toujours en retard d'un épisode. Pendant que les institutions s'époumonnent à dire « circulez », il n'y a rien à voir. Les réseaux sociaux se régalent. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire transforme le moindre ragot en bombe virale. Résultat, ce qui devait rester une mauvaise blague devient une affaire nationale, analysée, décortiquée et surtout exploitée par une armée d'influenceurs qui ont flairé le jackpot. C'est là que nous allons mettre le doigt où ça fait mal. Parce qu'au-delà de l'absurdité apparente, cette rumeur est une vitrine parfaite de notre époque. Une époque où l'attention vaut plus cher que la vérité, où un tweet peut avoir plus d'impact qu'un communiqué officiel, et où une vidéo complotiste génère plus de trafic qu'un débat parlementaire. Partie 1: naissance et recyclage d'un soupçon. Imaginez la scène. Un soir de décembre, un internaute en mal de scoop balance une vidéo sur YouTube. Rien de très original, pensez-vous? Sauf que cette fois, il ne s'agit pas de la recette miracle pour maigrir en 3 jours ni d'un tuto bricolage foireux. Non, non. Cette fois, c'est une bombe politique. La thèse? Brigitte Macron, première dame de France, ne serait pas Brigitte, mais Jean-Michel. Oui, Jean-Michel. Rien que ça. Et comme toujours avec les grandes légendes urbaines, tout commence dans l'ombre, mais finit en pleine lumière. La vidéo gagne des clics, puis des vues, puis des millions de partages. Les algorithmes, affamés comme des vautours devant un buffet gratuit, s'en donnent à cœur joie. Chaque clic en appelle un autre, chaque commentaire ajoute une bûche au feu. Et en quelques jours, la France se retrouve à débattre non pas de réformes sociales ou de politique internationale, mais de l'état civil de la première dame. Voilà comment une théorie digne d'un polar mal écrit se transforme en feuilleton national. Mais soyons clairs, pour convaincre, il ne suffit pas de balancer une rumeur. Il faut de la mise en scène. Et là, nos apprentis Sherlock Holmes ont sorti la panoplie complète. Superposition de photos, avant-après, comparaison de mâchoires comme s'ils étaient dentistes, analyse de menton en mode expert médico-légaux de comptoir. Chaque détail devient suspect. Une épaule jugée trop carrée, une coupe de cheveux jugée trop masculine, une date d'anniversaire mal recopiée. Vous l'aurez compris, c'est du grand art. Le tribunal des réseaux sociaux, ouvert 24 heures sur 24, avec entrée gratuite et condamnation immédiate. Et comme dans toute bonne série, il fallait un rebondissement. Alors, certains ont sorti l'argument béton. Brigitte aurait en réalité usurpé l'identité de son frère, Jean-Michel Trogneux. Franchement, on est presque dans un épisode de Netflix, le frère et la sœur ne font qu'un. Ça claque comme titre, non? Mais quand on regarde de plus près, les preuves sont souvent des documents mal interprétés, parfois carrément falsifiés, et toujours servis avec ce ton mystérieux qui fait vendre du clic. Un classique du genre, on ne vous dit pas tout, mais ouvrez les yeux. Et c'est là que la mécanique devient intéressante. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui fait tenir une rumeur? Ce n'est pas sa solidité. Ce n'est pas sa logique. C'est sa capacité à faire douter. Et là-dessus, cette affaire coche toutes les cases. Trop invraisemblable pour être vrai? Justement, c'est ce qui la rend crédible pour certains. Trop énorme pour être inventé? Parfait, ça renforce l'intrigue. C'est comme dire, si ça circule encore, c'est qu'il y a un fond de vérité. Un raisonnement circulaire en béton armé. Autre ingrédient essentiel, la participation du public. Les réseaux sociaux transforment chaque internaute en enquêteur. On compare des photos, on scrute des arbres généalogiques, on sort les loupes numériques. On croirait presque assister à une enquête collaborative. Sauf que cette enquête-là, elle n'a ni juge ni jury, juste un flot sans fin d'images, de commentaires et de supposées révélations. Et surtout, elle n'a pas besoin de vérité pour exister. Elle se nourrit du doute, de l'émotion, de la colère parfois. Ce premier chapitre de l'affaire Brigitte Macron ressemble donc moins à une enquête journalistique qu'à une grande foire aux théories. Une rumeur qui court, qui trébuche parfois, mais qui se relève toujours,
parce qu'elle est alimentée par ce que tout le monde cherche, le scoop qui dérange, la petite histoire qui fait trembler la grande. Et c'est là tout le paradoxe. Plus la rumeur est contestée, plus elle se renforce. Plus on apporte de démentis officiels, plus les partisans y voient la preuve d'un mensonge d'État. C'est le syndrome du « si on dément, c'est qu'on cache quelque chose ». Bref, un piège parfait, où la logique n'a plus vraiment sa place. Alors, comment résumer cette première étape? Une vidéo virale, des « preuves » bricolées, des internautes transformés en experts d'un soir, et une France qui, du coup, se retrouve à discuter d'une théorie aussi extravagante qu'invérifiable. Voilà le décor planté. Et si cette mise en bouche vous semble déjà incroyable, attendez la suite. Parce qu'à partir de là, l'affaire va quitter le terrain du soupçon pour entrer dans celui des tribunaux. Mais ça, chers spectateurs, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. Partie 2, les preuves. Regard critique et procès. Une rumeur, c'est comme un ballon gonflé à l'hélium. Au début, tout le monde s'amuse à le faire voler. Mais quand il commence à heurter les plafonds du pouvoir, ça éclate. Et dans le cas Brigitte Macron, l'éclatement s'est produit là où toute bonne rumeur finit par atterrir, dans les tribunaux. Car oui, derrière les hashtags, les vidéos virales et les superpositions photos douteuses, il y a eu du sérieux, du très sérieux, des plaintes pour diffamation, des procédures judiciaires, des convocations d'avocats en costume 3 pièces. Bref, le terrain où l'on ne plaisante plus. Mais avant de plonger dans les procès, arrêtons-nous un instant sur la « preuve », ce mot magique qui fait briller les yeux des complotistes. Les accusateurs de Brigitte Macron se sont improvisés experts légistes, archivistes et même graphologues. On a vu circuler des actes d'état civil retrouvés, des généalogies bricolées comme des puzzles mal collés, et des certificats de mariage brandis comme des armes fatales. À chaque fois, la promesse était la même, voilà la pièce qui va tout changer. Et à chaque fois, surprise, la pièce s'avérait bancale, contradictoire, parfois falsifiée. Mais qu'importe, la logique de la rumeur est simple. On ne cherche pas à prouver, on cherche à semer le doute. Et ce doute, il a fini par franchir les murs du palais de justice. Car quand la première dame et son époux se rendent compte que la rumeur n'est plus un simple buzz mais une machine à nuire, la riposte s'organise. Brigitte Macron engage des poursuites pour diffamation. Emmanuel Macron, de son côté, dénonce publiquement les attaques comme une campagne de haine. Et là, attention, retournement de situation. Pour les partisans de la rumeur, ce n'est pas une défense, c'est une confirmation. Car, dans leur logique, si on attaque en justice, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Voilà la magie du complot. Tout devient preuve, même son contraire. Les tribunaux, eux, se retrouvent face à une mission impossible. Comment juger une rumeur qui, par définition, n'a pas de socle factuel solide? Les juges ne sont pas des enquêteurs en biologie ou en génétique. Leur rôle est clair. Déterminer si les propos relayés constituent une diffamation, une atteinte à la vie privée ou une calomnie. Mais pour le grand public, ces subtilités juridiques se transforment en terrain glissant. Car une condamnation pour diffamation est perçue comme une censure, et une relaxe est vue comme une validation implicite du doute. Bref, un dilemme parfait. Quoi qu'il arrive, la rumeur gagne. Prenons un exemple frappant. Lors d'un procès, les avocats des accusés ont tenté de présenter des documents pour soutenir la thèse du « frère caché ». Le tribunal les a écartés, faute de fiabilité. Mais dès le lendemain, sur les réseaux, les mêmes documents circulaient en boucle, accompagnés de commentaires du type « Si la justice ne les accepte pas, c'est bien la preuve qu'elle protège un mensonge ». Vous voyez le piège? Quand les preuves sont invalidées, c'est la justice qui est accusée de complicité. Et le feuilleton continue. Les chaînes d'information en continu s'en emparent, les talk-shows s'enflamment, les éditorialistes s'indignent. Tout le monde y trouve son compte. La justice avance à pas de tortue, pendant que la rumeur galope à la vitesse de l'algorithme. Mais le plus fascinant, c'est la manière dont cette affaire a mis en lumière le décalage entre la perception publique et la réalité judiciaire. Dans l'opinion, beaucoup attendaient que le tribunal tranche la question ultime. Brigitte est-elle Brigitte? Mais ce n'était pas son rôle. Le tribunal n'avait pas à vérifier l'état civil de la première dame, mais seulement à juger si les accusations étaient diffamatoires. Une nuance capitale, mais complètement noyée dans le bruit médiatique. Et c'est là qu'entre en scène la satire involontaire. Une partie de l'opinion publique s'est mise à interpréter les audiences comme des épisodes d'une série judiciaire. Chaque convocation devenait un cliffhanger. Chaque plaidoirie, un épisode inédit. Chaque décision, un twist de saison. On était loin du droit, mais très proche de Netflix. Le résultat?
Une impression que la justice française passait son temps à cacher ou à révéler, selon le camp que vous choisissiez. Pour les uns, elle protégeait la première dame de mensonges historiques. Pour les autres, elle avait publiquement l'honneur d'une femme attaquée injustement. Et dans les deux cas, la rumeur sortait renforcée, jamais affaiblie. Alors, que retenir de ce deuxième acte? Que les preuves mises en avant étaient souvent fragiles, que la justice a tenté de ramener le débat sur son terrain, celui du droit, mais que le public, lui, voulait un verdict sur l'identité. En somme, une affaire où chacun cherchait une vérité, mais où personne n'acceptait la même définition de ce mot. Et croyez-moi, si vous pensez que cette guerre de version s'arrête aux tribunaux, détrompez-vous. Car dans la troisième partie, nous allons plonger dans le rôle des véritables pyromanes de l'affaire, les influenceurs, les plateformes et les profits colossaux générés par ce type de polémique. Vous pensiez que tout ça n'était qu'une histoire d'identité? Attendez de voir ce que la mécanique économique a ajouté à la flamme. Partie 3. Les acteurs, influenceurs, algorithmes et profits. Si la rumeur autour de Brigitte Macron s'était limitée à un vieux forum poussiéreux, elle se serait éteinte depuis longtemps, comme une bougie au fond d'une cave. Mais non. Aujourd'hui, les bougies se sont transformées en projecteurs LED alimentés par YouTube, TikTok, Facebook et compagnie. Et dans ce cirque numérique, les influenceurs jouent le rôle des dompteurs, sauf qu'au lieu de calmer la bête, ils la nourrissent à coups de clics et de likes. Car soyons honnêtes, dans l'économie numérique, la vérité n'est pas une monnaie. Le clic, lui, l'est. Une rumeur explosive attire plus de spectateurs qu'un discours soporifique. Et les influenceurs l'ont bien compris. Certains se sont empressés de récupérer l'affaire Macron pour en faire du contenu à la chaîne. Vidéos chocs, révélations exclusives, titres racoleurs, promesses de vérité interdite. Tout est calibré pour piquer la curiosité. Et si la curiosité ne suffit pas, on ajoute un soupçon de scandale. Résultat, chaque vidéo sur le « Mystère Brigitte » devient un jackpot d'audience. Les plateformes, elles, applaudissent en coulisses. Plus ça abuse, plus ça rapporte. Les algorithmes, ces juges invisibles, ne demandent qu'une seule chose. Nourris-moi de contenu qui divise, qui choque, qui fait réagir. Car l'indignation, c'est l'or noir du numérique. Vous êtes outré? Parfait. Vous commentez? Encore mieux. Vous partagez? Jackpot. Peu importe que l'info soit vraie, tant qu'elle fait grimper le compteur. Et là, le cercle vicieux se met en marche. Plus les influenceurs publient, plus la rumeur grossit. Plus elle grossit, plus les plateformes la propulsent. Plus elle est propulsée, plus elle rapporte. On assiste à une sorte d'économie parallèle de la rumeur, où chaque indignation devient un produit marketing. Mais ce n'est pas tout. Certains acteurs vont encore plus loin. Ils transforment la polémique en produits dérivés. Abonnement privé pour accéder aux vraies preuves, vente de livres auto-édités sur « Le plus grand mensonge de la République », conférences en ligne avec billets d'entrée payants. La rumeur n'est plus seulement une histoire qui circule, c'est un business plan. On pourrait presque l'enseigner dans une école de commerce sous le titre « Comment monétiser un doute collectif en 3 leçons ». Et n'oublions pas un détail crucial. Plus la rumeur est répétée, plus elle s'installe dans les esprits. Les influenceurs le savent. Alors ils jouent sur la répétition, comme un refrain obsédant. On ne cherche pas à convaincre par des faits, mais à marteler jusqu'à ce que la question devienne elle-même une réalité médiatique. Peu importe la réponse, tant que la question existe, et si Brigitte n'était pas Brigitte. Voilà la vraie victoire de la rumeur. Ce qui est fascinant ou inquiétant, selon votre humeur, c'est que les influenceurs deviennent les architectes d'un théâtre où les spectateurs croient participer à l'enquête. On vous invite à vérifier par vous-même, à ouvrir les yeux, à comparer les documents. Mais en réalité, tout est orienté. On ne vous donne pas les clés pour chercher la vérité, on vous enferme dans un labyrinthe dont chaque sortie mène à la même conclusion douteuse. Et c'est là que la satire devient évidente. Parce que finalement, cette affaire n'est plus seulement politique, elle est aussi commerciale. La rumeur sur Brigitte Macron n'est pas qu'un scandale potentiel, c'est un produit de consommation. On la package, on la diffuse, on la met en avant. Elle devient une série à épisodes, avec ses héros, les prétendus enquêteurs, ses méchants, les médias officiels, accusés de cacher la vérité, et son suspense permanent. Mais derrière le rideau, la logique est implacable. Plus ça fait parler, plus ça rapporte. Les influenceurs engrangent des vues, les plateformes touchent leurs revenus publicitaires, et le public se retrouve prisonnier d'une histoire sans fin. Une histoire qui n'a plus besoin de faits pour avancer, seulement de réactions. Alors, que nous dit cette troisième partie? Qu'aujourd'hui, une rumeur n'a plus besoin d'être crédible pour survivre. Elle doit seulement être rentable. Et tant qu'elle génère du clic, elle vivra.
Pire encore, les efforts officiels pour la contrer deviennent une nouvelle matière première pour alimenter le spectacle. Chaque démenti, chaque communiqué, chaque plainte en justice est recyclé en épisode bonus. Voilà pourquoi l'affaire Brigitte Macron n'est pas qu'un scandale politique. C'est aussi un miroir cruel de notre époque, une époque où l'attention vaut plus cher que la vérité. Et si vous pensez que la mécanique s'arrête là, détrompez-vous. Car dans la 4e partie, nous allons aller encore plus loin. Comprendre pourquoi ces rumeurs s'accrochent à l'opinion comme une tique sur un chien. Et surtout, pourquoi elles renaissent toujours de leurs cendres, encore plus fortes, encore plus virales. Partie 4. Pourquoi ça colle? La résilience des rumeurs. Si une rumeur était un simple feu de paille, on pourrait souffler dessus et l'éteindre en 2 secondes. Mais non. Dans notre époque hyperconnectée, la rumeur, c'est plutôt une braise nucléaire. Vous pouvez l'enterrer sous une tonne de démentis officiels, elle finira toujours par briller à nouveau, prête à rallumer l'incendie. Et l'affaire Brigitte Macron en est un exemple éclatant. La question est donc simple. Pourquoi ça colle? Pourquoi ce genre de récit survit-il malgré les démentis, malgré les preuves contraires, malgré les procès et les condamnations? La réponse tient en 3 ingrédients. La psychologie humaine, l'écosystème médiatique et le plaisir presque coupable que certains trouvent avoir tremblé les puissants. Commençons par la psychologie. L'être humain adore les histoires qui bousculent l'ordre établi. La vérité officielle? Trop fade. La version complotiste? Ah, voilà enfin quelque chose de croustillant, digne d'une série Netflix. Une première dame qui ne serait pas celle qu'elle prétend être, c'est tellement extravagant que ça devient fascinant. Même ceux qui n'y croient pas totalement se disent « et si ?» Et ce « et si » est le carburant parfait pour faire tourner la machine à rumeurs. Parce qu'une rumeur n'a pas besoin d'être crue à 100%. Il suffit qu'elle reste plausible dans l'esprit d'une partie du public. Deuxième ingrédient, l'écosystème médiatique. Dans l'ancien monde, la rumeur circulait au café du coin et disparaissait au bout de 2 jours. Aujourd'hui, Internet la stocke, la ressuscite, la recycle. Une vidéo postée il y a 3 ans peut refaire surface demain, repoussée par un algorithme comme un vieux chewing-gum collé sous une table. Et à chaque résurgence, elle touche une nouvelle génération de spectateurs, fraîchement disponibles pour découvrir le scandale. Et le plus ironique, chaque fois que les médias traditionnels tentent de démonter la rumeur, ils la relancent malgré eux. C'est l'effet Streisand. Plus vous cherchez à cacher, plus vous attirez l'attention. Un journal publie un fact-checking sérieux? Génial, diront les complotistes, la preuve que le système se défend. Une plainte en diffamation est déposée? Encore mieux, cela devient une preuve que ça dérange. En clair, dans ce jeu, les démentis nourrissent la légende au lieu de l'étouffer. 3e ingrédient, le plaisir presque jubilatoire de défier l'autorité. Beaucoup de citoyens, déçus par la politique, voient dans la rumeur une arme de contestation low cost. Pas besoin de manifester, pas besoin de voter autrement. Il suffit de partager une vidéo douteuse pour donner l'impression de résister. La rumeur devient alors une petite revanche symbolique contre ceux qui gouvernent. Brigitte Macron devient malgré elle le terrain de jeu d'une colère plus large. Une colère contre les élites, contre les institutions, contre un monde jugé opaque et arrogant. Mais ne soyons pas naïfs, cette résilience n'est pas uniquement psychologique ou politique. Elle est aussi mécanique. Chaque clic, chaque partage, chaque indignation est enregistrée, amplifiée, redistribuée. La rumeur devient une sorte de produit éternel, qui ne s'use jamais. Elle se transforme, se reconfigure, s'adapte au nouveau format. Si elle n'a pas marché sur Facebook, elle explosera peut-être sur TikTok. Si une vidéo disparaît, une autre la remplacera. C'est l'avantage du mensonge sur la vérité. Il est plastique, malléable, capable de renaître sous 1000 formes. Et c'est bien pour ça que les rumeurs survivent mieux que les discours officiels. Parce que la vérité est rigide, limitée, encadrée. La rumeur, elle, se plie à toutes les envies. Elle s'habille en enquête, en témoignage, en documents oubliés. Elle se déguise en révélations sensationnelles ou en confidences d'initiés. Bref, elle a 1000 vies. Et face à cet hydre numérique, la vérité ressemble à un pauvre cheval de bois. Maintenant, posez-vous la question, qu'est-ce qui restera de cette affaire dans 5 ans? Probablement pas les démentis juridiques ni les communiqués officiels. Ce qui restera, c'est la trace numérique, la petite graine de doute semée dans des millions d'esprits. Une graine qui pourra germer à nouveau au moindre scandale politique, au moindre faux pas présidentiel. C'est ça, la résilience d'une rumeur. Elle n'a pas besoin d'être toujours visible pour continuer d'exister. Et voilà le vrai drame satirique de notre époque.
Nous vivons dans une société où une accusation absurde peut avoir une durée de vie supérieure à celle d'un mandat présidentiel. Le mandat fini, la rumeur, elle, reste. Alors, pourquoi ça colle? Parce que la rumeur n'est pas seulement une question d'information. C'est une question d'émotion. Et l'émotion, surtout quand elle mélange curiosité, méfiance et indignation, est beaucoup plus puissante que n'importe quel démenti rationnel. Ce qui nous amène naturellement à la suite. Car si une rumeur peut survivre à tout, la vraie question devient, qui en profite à long terme? Est-ce seulement une machine à clics, ou bien un outil de manipulation plus profond, plus stratégique? Et là, chers spectateurs, on entre dans la partie la plus explosive de notre analyse. Alors, que retenir de cette affaire? Qu'une rumeur, même absurde, n'a plus besoin de faits pour exister. Elle se nourrit de doutes, d'émotions, de colère, et surtout, de clics. Elle se recycle, se régénère et finit par devenir immortelle. Et le plus ironique, c'est que chaque tentative officielle pour la démentir ne fait que lui donner une seconde jeunesse. Brigitte Macron, malgré elle, est devenue bien plus qu'une première dame. Elle est le symbole d'un phénomène global. Elle incarne cette bataille perdue d'avance entre la vérité rationnelle et la rumeur émotionnelle. Une bataille où la raison se défend avec des documents et des procès, tandis que la rumeur, elle, se balade en basket sur TikTok en accumulant des millions de vues. Et c'est là, mes amis, que la satire prend tout son sens. Parce que derrière l'absurde, il y a un constat amer. Nous vivons dans une époque où les rumeurs sont plus résistantes que les institutions. Où un doute, une simple insinuation, peut survivre plus longtemps qu'un mandat présidentiel. Alors, à vous maintenant. Oui, vous, derrière l'écran. Voulez-vous continuer à être le spectateur passif d'une rumeur recyclée à l'infini, ou devenir l'acteur d'un débat plus intelligent? La prochaine fois que vous verrez passer une révélation explosive, demandez-vous une chose. Est-ce une information, ou juste une fabrique à clics? Si ce décryptage vous a accroché, si vous pensez qu'il faut remettre un peu de bon sens et beaucoup de satire dans le chaos médiatique, abonnez-vous. Activez la cloche, partagez cette vidéo, et surtout, préparez-vous, parce que les prochains épisodes risquent d'être encore plus dingues que les précédents. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ça.